Lecture de Claude Gueux de Victor Hugo. Chaque partie sera suivie d'un résumé. Lecture de la première partie. Il y a 7 ou 8 ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galetas. L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola, je ne sais où il vola. Ce que je sais, c'est que ce vol, il en résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant, et 5 ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Clairvaux, abbaye dont on a fait une bastille, cellule dont on a fait un cabanon, hôtel dont on a fait un pilori. Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certains gens le comprennent et l'exécutent. Voilà la chose qu'ils mettent sous notre mot. Poursuivons. Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le jour. Ce n'est pas l'atelier que je blâme. Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé, quoique jeune encore. Quelques cheveux gris, perdus dans les touffes noires. L'œil doux et fort, puissamment enfoncé sous une arcade sourcilière bien modelée. Les narines ouvertes, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse. C'était une belle tête. On va voir ce que la société en a fait. Il avait la parole rare, le geste plus fréquent, quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir, l'air pensif, sérieux, plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons, qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier et une menace au prisonnier, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Celui-là était lui-même une variété dans l'espèce, un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité. D'ailleurs, dans l'occasion, bon compagnon, bon prince, jovial, et même raillant avec grâce, dur plutôt que ferme, ne raisonnant avec personne, pas même avec lui. Bon père, bon mari sans doute, ce qui est devoir et non vertu, en un mot, pas méchant, mauvais. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion, qui prennent feu sans s'échauffer, dont la capacité de calorique est nulle, et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sont froids par l'autre. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace. Il se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à une certaine distance, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme, donc, avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait, tête haute, à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise, et lui servant de rallonge. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons près des décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné, qui avait foi en lui et qui s'admirait
Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités, têtues, qui se croient des providences. Voilà donc ce qu'était que le directeur des ateliers de la prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. L'étincelle que de pareils briquets arrachent à de pareils cailloux allume souvent des incendies. Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Le directeur de l'atelier fit connaissance avec lui, le reconnut bon ouvrier et le traita bien. Il paraît même qu'un jour, étant de bonne humeur et voyant Claude Gueux fort triste, car cet homme pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme, il lui conta, par manière de jovialité et de passe-temps, et aussi pour le consoler, que cette malheureuse s'était faite fille publique. Claude demanda froidement ce qu'était devenu l'enfant. On ne savait. Au bout de quelques mois, Claude s'acclimata à l'air de la prison et parut ne plus songer à rien. Une certaine sérénité sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus. Au bout du même espace de temps, à peu près, Claude avait acquis un ascendant singulier sur tous ses compagnons, comme par une sorte de convention tacite, et sans que personne ne sût pourquoi, pas même lui. Tous ces hommes le consultaient, l'écoutaient, l'admiraient, l'imitaient, ce qui est le dernier degré d'ascendant de l'admiration. Ce n'était pas une médiocre gloire d'être obéi par toutes ces natures désobéissantes. Cet empire lui était venu sans qu'il y songeât. Cela tenait au regard qu'il avait dans les yeux. L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et qui viennent dans sa tête. Mettez un homme qui contient des idées parmi des hommes qui n'en contiennent pas. Au bout d'un temps donné, et par une loi d'attraction irrésistible, tous les cerveaux ténébreux graviteront humblement, avec adoration, autour du cerveau rayonnant. Il y a des hommes qui sont fer et des hommes qui sont aimants. Claude était aimant. En moins de 3 mois donc, Claude était devenu l'homme, la loi et l'ordre de l'atelier. Toutes ses aiguilles tournaient autour de son cadran. Il devait douter lui-même par moments s'il était roi ou prisonnier. C'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et par une réaction toute naturelle, dont l'effet s'accomplit sur toutes les échelles, aimé des prisonniers, il était détesté des geôliers. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais sans la défaveur. L'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Claude Gueux était grand mangeur. C'était une des particularités de son organisation. Il avait l'estomac fait de telle sorte que la nourriture de 2 hommes ordinaires suffisait à peine à sa journée. Monsieur de Cotadilla avait un de ces appétits-là et en riait. Mais ce qui est une occasion de gaieté pour un duc grand d'Espagne qui a 100 000 moutons est une charge pour un ouvrier et un malheur pour un prisonnier. Claude Gueux, libre dans son grenier, travaillait tout le jour, gagnait son pain de 4 livres et le mangeait. Claude Gueux, en prison, travaillait tout le jour, recevait invariablement pour sa peine 1,5 livre de pain et 4 onces de viande. La ration est inexorable. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim, et c'était tout. Il n'en parlait pas. C'était sa nature ainsi. Un jour, Claude venait de dévorer sa maigre pitance, et s'était remis à son métier, croyant tromper la faim par le travail. Les autres prisonniers mangeaient joyeusement. Un jeune homme, pâle, blanc, faible, vint se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration, à laquelle il n'avait pas encore touché, et un couteau. Il restait là, debout, près de Claude, ayant l'air de vouloir parler et de ne pas oser. Cet homme, et son pain et sa viande, importunaient Claude. « Que veux-tu » dit-il enfin brusquement. « Que tu me rendes un service, dit timidement le jeune homme. « Quoi » reprit Claude. « Que tu m'aides à manger cela, j'en ai trop. » Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en 2 parts égales, en prit une et se mit à manger. « Merci, dit le jeune homme. Si tu veux, nous partagerons comme ça tous les jours. »
Comment t'appelles-tu dit Claude Gueux. Albin. Pourquoi es-tu ici reprit Claude. J'ai volé. Moi aussi, dit Claude. Ils partagèrent en effet de la sorte tous les jours. Claude Gueux avait 36 ans, et par moments il en paraissait 50, tant sa pensée habituelle était sévère. Albin avait 20 ans, on lui eût donné 17, tant il avait encore d'innocence dans le regard de ce voleur. Une étroite amitié se noua entre ces deux hommes, amitié de père à fils, plutôt que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant, Claude était déjà presque un vieillard. Ils travaillaient dans le même atelier, ils couchaient sous la même clé de voûte, ils se promenaient dans le même préau, ils mordaient au même pain. Chacun des deux amis était l'univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Nous avons déjà parlé du directeur et des ateliers. Cet homme, haï des prisonniers, était souvent obligé, pour se faire obéir d'eux, d'avoir recours à Claude Gueux, qui était aimé. Dans plus d'une occasion, lorsqu'il s'était agi d'empêcher une rébellion ou un tumulte, l'autorité sans titre de Claude Gueux avait prêté main forte à l'autorité officielle du directeur. En effet, pour contenir les prisonniers, 10 paroles de Claude valaient 10 gendarmes. Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi, le directeur le détestait-il cordialement. Il était jaloux de ce voleur. Il avait, au fond du cœur, une haine secrète, envieuse, implacable contre Claude, une haine de souverain de droit à souverain de fait, de pouvoir temporel à pouvoir spirituel. Ces haines-là sont les pires. Claude aimait beaucoup Albin et ne songeait pas au directeur. Un jour, un matin, au moment où les condamnés passaient 2 à 2 du dortoir à l'atelier, un guichetier appela Albin, qui était à côté de Claude, et le prévient que le directeur le demandait. « Que te veut-on » dit Claude. « Je ne sais pas, dit Albin. » Le guichetier emmena Albin. La matinée se passa. Albin ne revint pas à l'atelier. Quand arriva l'heure du repas, Claude pensa qu'il retrouverait Albin au préau. Albin n'était pas au préau. On rentra dans l'atelier. Albin ne réapparut pas dans l'atelier. La journée s'écoula ainsi. Le soir, quand on ramena les prisonniers dans leur dortoir, Claude y chercha des yeux Albin et ne le vit pas. Il paraît qu'il souffrit beaucoup dans ces moments-là, car il adressa la parole à un guichetier, ce qu'il ne faisait jamais. « Est-ce que Albin est malade » dit-il. « Non » répondit le guichetier. « D'où vient donc, reprit Claude, qu'il n'est pas réapparu aujourd'hui ?»« Oh » dit négligemment le porte-clés, « c'est qu'on l'a changé de quartier. » Les témoins, qui ont déposé ces faits plus tard, remarquèrent qu'à cette réponse du guichetier, la main de Claude, qui portait une chandelle allumée, trembla légèrement. Il reprit avec calme. « Qui a donné cet ordre-là » Le guichetier répondit « M.D. » Le directeur des ateliers s'appelait M.D. On va arrêter là la lecture de Claude Gueux et on va déjà résumer cette première partie. On va résumer d'abord la première partie de Claude Gueux de Victor Hugo. Au début de cette partie, Victor Hugo nous présente le personnage de Claude Gueux. Il était ouvrier, il vivait à Paris et il était pauvre. Il vivait avec une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Là, Victor Hugo écrit « Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette petite introduction? C'est qu'il vit avec une fille, il ne semble pas être marié, et en plus, cette jeune femme a déjà un enfant. Donc, d'un point de vue de moralité, on pourrait se dire qu'ils ne vivent pas dans des bonnes mœurs. Mais Victor Hugo nous dit que avant de penser quelle est la bonne ou la mauvaise moralité, il faut d'abord que le lecteur ramasse les faits qu'il va nous présenter sur notre chemin, sur la lecture qu'on va faire de ce livre. Alors, ce monsieur Claude Gueux, il est fort maltraité par l'éducation et fort bien traité par la nature. Il dit encore plus loin, il ne sait pas lire, mais il sait penser. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu beaucoup d'instructions, mais qui est intelligent quand même, et qui semble avoir une bonne constitution, être en bonne santé, avoir un bon physique.
Et cet homme travaille, mais au bout d'un moment, il y a plus d'ouvrage. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour l'embaucher. Et un hiver, il n'y a plus ni de feu ni de pain. Et la fille, l'enfant et l'homme ont froid et ont faim. C'est très bref, il dit « il vola ». On ne sait pas ce qu'il vola et on ne sait pas où il vola. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'il a volé? L'enfant et la femme ont eu 3 jours de pain et 3 jours de feu. On peut en conclure que ce n'est pas une grosse somme, ou en tout cas ce n'est pas un objet avec une grande valeur qu'il a volé pour avoir 3 jours de pain et 3 jours de bois. Mais Victor Hugo, qui écrit très bien, dit « il y eut 3 jours de feu et 3 jours de pain pour la femme et pour l'enfant, et il y eut 5 ans de prison pour l'homme ». Ensuite, Victor Hugo va nous parler de Clairvaux. C'est la maison centrale, donc c'est une prison, et il va nous dire ce que c'est. C'est une abbaye dont on a fait une bastille, une cellule dont on a fait un cabanon, un hôtel dont on a fait un pilori. Donc c'est un lieu qui était un lieu religieux, certainement une abbaye, certainement qu'il y avait des moines là-bas sur place, et ça a été transformé en prison. Et Victor Hugo écrit « Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certains gens le comprennent et l'exécutent ». Ça, c'est ironique, et on voit que c'est un récit qui a quelque chose de dénonciateur, parce qu'évidemment, si l'homme s'améliore, ce qui est l'idéal de Victor Hugo, qui est la pensée humaniste, pour que l'homme s'améliore, certainement qu'il ne faut pas transformer les lieux de prière en prison. Ensuite, Victor Hugo continue en parlant de l'atelier dans lequel il travaille. Il dit « on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le jour ». Et là, il va nous décrire le travail dans l'atelier. Donc Claude, qui était avant un honnête ouvrier, est maintenant un voleur. Il a une figure digne et grave. On voit que dans la description physique, c'est quelqu'un qui a déjà ridé alors que pourtant il est jeune. Il a quelques cheveux gris et il a l'air doux mais fort en même temps. Et il y a quelque chose un petit peu qui nous annonce que ça va très mal se finir parce qu'il dit « c'était une belle tête et on va voir ce que la société en a fait ». C'est quelqu'un qui parle peu, qui fait le travail qu'il y a à faire, mais qui n'a pas des contacts inutiles. Il dit « il avait l'air sérieux plutôt que souffrant et il avait pourtant bien souffert ». Ensuite, il y a un long passage où va être décrit le directeur des ateliers. Et le directeur des ateliers, lui, c'est un petit peu le contraire de Claude Gueux. Il a un petit peu tous les défauts, cet homme-là. Il est tyrannique, il considère que quand il a décidé quelque chose, il faut le faire quoi qu'il en soit. C'est quand même un portrait avec des nuances. Il dit il pouvait être un bon mari, un bon père, il pouvait être jovial et même un bon compagnon quand il était de bonne humeur, mais c'était quelqu'un qui s'emportait même quand il n'avait pas d'émotion, qui avait des colères glacées, des haines mortes. Et Victor Hugo dit quand une catastrophe s'écroule au-dessus de nous, on se rend souvent compte en ramassant les débris que ce qui s'est écroulé a été construit par un homme médiocre et obstiné, qui avait foi en lui et qui s'admirait. En gros, c'est de dire que souvent les gens qui ont fait des choses terribles, c'est parce qu'ils étaient persuadés d'avoir raison et qu'ils ne se remettaient pas en cause. Et ce fameux chef d'atelier, il est comme ça. Et il y a un espèce de rapport un petit peu d'amour-haine qu'a ce directeur envers Claude Gueux. Il dit qu'il voit tout de suite que c'est un bon ouvrier. Et comme c'est un bon ouvrier, il le traite bien. Et par exemple, un jour où Claude Gueux est triste, parce qu'il pensait toujours à celle qu'il appelait sa femme. On comprend qu'ils ne sont pas mariés, et quand même à l'époque, c'est mal vu de vivre avec une fille avec qui on n'est pas marié. Mais quand même, Claude Gueux pense toujours à cette jeune femme qu'il a laissée. Et le directeur va lui dire, par manière de jovialité et de passe-temps, c'est-à-dire l'air de rien pour lui changer les idées, que cette malheureuse s'est faite fille publique. Ce qui veut dire que pour subvenir à ses besoins, elle est devenue prostituée. Et Claude demande froidement qu'est-ce qu'est devenu l'enfant, et on n'en savait rien. Donc là, on commence à se rendre compte quand même que le directeur, soit il est profondément stupide de penser que ça va pouvoir distraire Claude Gueux, soit c'est quelqu'un de vraiment très mauvais, parce qu'il sait bien la peine qu'il peut lui faire en lui disant ça. Ensuite, il va se passer quelque chose de très surprenant. Claude Gueux, comme il est toujours en train de travailler, qui ne parle pas beaucoup, mais que c'est un homme qui est quand même assez intelligent, les autres vont se mettre à le considérer plus ou moins comme leur chef. Ils vont se mettre à sans arrêt l'écouter, l'admirer et même l'imiter. Et Victor Hugo dit que c'est à cause de ses yeux, parce que les yeux, c'est comme des fenêtres. Et même quelqu'un qui ne parle pas, en regardant dans ses yeux, on voit les idées qui passent dans sa tête. Et tous ces gens-là qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées, ils sont comme du fer, attirés par un aimant. Et Claude Gueux, lui, il est l'aimant. Il attire autour de lui tous ces pauvres gens.
Et donc en 3 mois, Claude Gueux, il est devenu un petit peu une sorte de chef de la prison sans jamais l'avoir demandé. Et il y a des moments où lui-même il se demande s'il est roi ou prisonnier. Et Victor Hugo écrit, c'était une sorte de pape captif avec ses cardinaux. Et il y a un autre sentiment qui naît de tout ça, c'est que les geôliers, donc les matons de la prison, se mettent à le détester. Et Victor Hugo dit, la popularité ne va jamais sans la défaveur, l'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Parce que les surveillants de cette prison, ils trouvent que cet homme qui a pas du succès, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui a le respect de tous les prisonniers, eux, ça les énerve. Et Claude Gueux, il a un problème, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup manger. Et Victor Hugo dit, contrairement à Monsieur de Codilla, donc on ne sait pas qui c'est, mais ça doit être un roi visiblement, à qui avait aussi un gros appétit, mais pour lui c'était rigolo parce que c'est facile quand on a 100 000 moutons de manger beaucoup. Il dit pour Claude Gueux, c'était terrible parce qu'il avait toujours faim. Avant, il vivait dans un grenier, il travaillait toute la journée et à la fin, avec tout ce travail, il pouvait avoir un gros pain bien lourd. Alors que maintenant, il travaille toute la journée, mais il a la même ration que tout le monde et ça ne change jamais. Donc Claude avait toujours faim. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient à côté de lui avec sa gamelle et qui n'ose pas parler. Et puis, au bout d'un moment, ça l'énerve. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit, j'arrive pas à finir mon assiette, est-ce que tu veux la finir? Et ce garçon s'appelle Albin. Il est jeune, maigre, pâle, il a l'air malade. Et ce jeune homme qui a peu d'appétit va se lier très fort avec Claude et va prendre l'habitude de lui donner chaque fois la moitié de son plat parce que lui, il ne mange pas beaucoup. Et ils ont une relation un peu comme un père avec son fils, parce que Claude Gueux, il a 36 ans, mais il a l'air beaucoup plus vieux parce qu'il a déjà des rides avec tous les malheurs qu'il a connus, alors que Albin, il a 20 ans, mais vu qu'il est très maigre et très pâle, on dirait plutôt qu'il en a 17. Et le directeur de l'atelier, qui est haï par les autres détenus, souvent il est il se comporte tellement mal que les gens ont envie de faire une révolution. Et qu'est-ce qu'il fait, ce directeur d'atelier? Il demande toujours à Claude Gueux de calmer les hommes, parce que 10 paroles de Claude Gueux, ça vaut mieux que 10 gendarmes. Et lui, il sait dire aux gens de ne pas se calmer pour éviter que ça finisse dans un bain de sang ou de façon dramatique. Et ça, du coup, ça rend un grand service au directeur d'atelier. Et Victor Hugo écrit que donc c'est tout naturellement, vu qu'on lui rendait un grand service, que le directeur d'atelier avait une grande haine envers Claude Gueux, parce qu'il dit que ces haines-là sont les pires, ce sont les haines de la jalousie. Parce que finalement, même si Claude Gueux lui rend service, dans le fond, il est très jaloux de voir qu'il sait mieux se faire obéir et respecter que lui. Et donc, il fait sa petite vie là-bas, Claude Gueux, avec Albin. Et un jour, on dit à Albin, il faut nous suivre. Et puis la journée se passe comme ça, alors qu'il avait l'habitude, pourtant Claude Gueux, d'être toujours avec Albin. Albin n'est pas dans l'atelier. Ensuite, au repas, il pense le retrouver, mais Albin n'est pas au repas. Ensuite, il retourne à l'atelier, il pense le trouver à l'atelier. Il n'est pas non plus à l'atelier l'après-midi. Et quand il rentre au préau, il n'y a personne au préau. Et le soir, il n'y a pas non plus Albin. Et là, Victor Hugo écrit que Claude Gueux devait beaucoup souffrir, parce qu'il a été posé une question à un gardien de prison, et que c'était un homme qui parlait jamais, et surtout pas au gardien. Et il a été le voir pour lui demander qu'est devenu Albin. Est-ce qu'il est malade? Et le gardien de prison répond non, il n'est pas malade, il a été muté dans un autre quartier. Et il demande pourquoi, et le guichetier répond c'est MD qui a décidé ça. Et MD, c'est le directeur de l'atelier. C'est comme ça que se termine cette première partie, et on lira très bientôt la suite.